Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin, ensemble jusqu'à 10 heures avec Hakim Abdelghafour à la réalisation. Mouni est au streaming ce matin, on la salue, toujours dans un dynamisme comme pas possible, c'est un plaisir. Et nous avons aussi Sadiq à la console technique, Houssine à la régie d'antenne, Linda Tandrari pour vous servir comme tous les matins, avec plaisir, on est ensemble. Il va y avoir pas mal de rendez-vous qui commencent ça bourgeonne un peu partout en matière de culture et d'art. Il y a le grand retour après, et bien sûr le mois de Ramadan a été très très riche à travers tout le territoire national en matière de rendez-vous culturels liés au patrimoine et au cultuel également. Donc nous, on est aussi toujours ravis d'être en votre compagnie. Alors, il va y avoir des reportages, il va y avoir aussi des appels. On contactera aussi ceux qui font l'actualité culturelle et artistique. Et puis, c'est parti, le temps d'une chanson. Hein, c'est parti. Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Alger Chaîne 3. Ah, quelle belle chanson, Imagine, sur les ondes d'Alger, Chaîne 3 avec John Lennon, les Beatles. On est ensemble jusqu'à 10h ce matin. Direction la wilaya de Boumerdès et notamment la Maison de la Culture Rachid Mimouni, qui porte un nom très lourd et fort en matière de littérature et de patrimoine algérien. Et sa directrice, il s'agit de Madame Rania Serrouti qui est parmi nous ce matin. Bonjour Rania. Bonjour Linda, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, Rania Serrouti. Tout le plaisir est pour moi, merci. Vous êtes directrice de la Maison de la Culture de Boumerdès, Rachid Mimouni, une très belle maison, d'ailleurs la bâtisse est très belle, déjà, n'est-ce pas? Et elle surplombe un peu la côte et la mer, donc c'est un endroit magnifique, hein, stratégique, là où vous êtes. Très stratégique, oui. Exact. Je le confirme. Et vous accueillez aussi, vous avez au sein de cet établissement culturel pas mal de rendez-vous, pas mal d'ateliers culturels et artistiques chez vous. Je sais que vous avez déjà l'atelier musique, la musique andalouse, vous avez tout ce qui est dessin. Il y a pas mal de choses qui se font chez vous. Vous avez beaucoup travaillé ce mois de Ramadan également. Exactement, oui, il y a eu vraiment beaucoup d'activités. Alhamdoulilah ya Rabbi, on s'en plaint pas, on chante pas surtout. Donc, bon, pour le mois de carême, il y a eu toute une activité, une pléiade d'activités, surtout dans tout ce qui est théâtre, musique. Donc, on a choisi tout ce qui est musique sereine, calme, posée pour le mois de carême, et en même temps qui plaît aussi aux populations des différentes villes de Boumerdès, à savoir l'andalou, le chabi, le houzi et aussi Malouf. Voilà. Oui. Et il y a eu des pièces théâtrales aussi qui ont été présentées durant le mois sacré du mois de carême. Enfin, le mois de carême. Ramadan, oui. Et après Ramadan, on a commencé directement avec l'activité du mois d'avril qui consiste aussi à prendre en charge les activités pour enfants. Et bon, il y a eu aussi des activités pour enfants pendant le mois de carême, vu que les enfants étaient en vacances en partie. Voilà, donc c'était programmé surtout les après-midi, contrairement aux autres soirées qui étaient destinées à la population adulte le soir. Et à partir de l'Aïd, on a continué avec l'activité pour enfants, donc à travers l'espace enfant de la Maison de la Culture, donc beaucoup d'activités, tout ce qui concerne le dessin, les expositions, les travaux manuels et aussi des émissions culturelles. Entre autres Arreb la Tugharreb, donc c'est une émission qui parle des origines des mots, donc on constate beaucoup de mots dans le langage algérien qui sont d'origine arabe et aussi berbère. Voilà. Très bien. Donc, et allez-y. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Très bien. Donc pour le mois d'avril, comme il y a le 16 avril aussi,
la journée de la du connaissance, savoir, du savoir. Et puis nous avons après, on enchaîne après avec le mois du patrimoine, c'est-à-dire à partir du 18 avril jusqu'au 18 mai. 18 avril, 18 mai, ouais. exact. Donc, pour le mois d'avril, donc il y a aussi une pléiade d'activités culturelles concernant des concours, la poésie, le dessin, les expositions d'artistes connus et d'artistes moins connus, donc pour la découverte de nouveaux talents. Et aussi, bien sûr, on continue aussi les travaux au niveau de l'espace enfant. Les ateliers aussi pour la musique, le cinéma, le théâtre, dans toutes les disciplines de l'art, relance le travail parce que le mois de carême quand même il y a eu un petit relâchement parce que les ateliers c'est durant la journée, donc c'est un peu pénible de suivre aussi l'activité en la journée, à part les enfants qui restent quand même dynamiques même s'ils font carême, et aussi enchaîner, comme vous avez dit, directement le 18 avril jusqu'au 18 mai avec le mois du patrimoine, où il y a aussi, on propose aussi une multitude d'activités culturelles, surtout des conférences et des rencontres autour de thèmes concernant la différence entre la Casbah d'Alger et la Casbah de Delez, mais aussi le Martotat, donc comment on peut préserver le Martotat, parce que le thème de cette année c'est sur l'intelligence artificielle, et puis aussi les manuscrits, revenir sur les manuscrits, c'est ça? Très bien. Donc, les manuscrits, et comme dernièrement, j'ai vu aussi qu'il y a un travail colossal qui est en train de se faire aussi à la Maison de la Culture de Béchar et aussi à Daraa et d'autres régions aussi. Donc, j'essaye de rentrer en contact avec mes collègues pour essayer justement de proposer des thèmes conjointement et essayer de les discuter pendant le mois du patrimoine. Eh bien, écoutez, c'est formidable. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Le plaisir est pour moi, Linda. Je suis toujours très contente de te recevoir, que ce soit en pleine ligne, Yanné, ou là, directement, physiquement. Eh bien, écoutez, on viendra, promis, on viendra voir un peu cette belle maison de la culture Rachid Mimouni, ses activités, ses programmations. Et puis, nous savons aussi que vos ateliers, vous avez beaucoup d'enfants qui viennent de toutes les régions limitrophes de la wilaya de Boumerdès. Oui, surtout avec l'ouverture de l'école de musique qui s'est faite le 22 mars. Donc, c'était une ouverture nationale. Il y a eu 17 wilayas qui ont été choisis parmi les 58. Et Boumerdès a été choisi justement pour l'ouverture d'une école pour l'enseignement de formation musicale. Et on a commencé directement le 22 et la reprise s'est effectuée directement après l'Aïd. Ben, félicitations, franchement, merci bravo. Donc c'est mérité, Rania Serruti. Et nous savons aussi que peut-être qu'au niveau des transports, ça s'est amélioré. On attend toujours, on essaie de trouver des solutions. On a essayé de faire une convention pour le transport, une convention propre à nous, la maison. Il faudra, ce serait bien d'expliquer. C'est-à-dire que l'arrêt des transports, c'est à partir de quelle heure? Vous disiez à partir de 16 heures. À partir de 16 heures. Et que les enfants et les jeunes arrivent après l'école. Donc c'est à partir de 16 heures que ces enfants ou ces jeunes ont besoin d'être transportés. Vous avez donc sollicité les pouvoirs publics pour qu'ils puissent avoir un transport en début de, on va dire, en fin d'après-midi, pour que les enfants puissent profiter. Pour permettre justement aux enfants et à toute la population d'être là, présente à la Maison de la Culture et justement de nous honorer de leur présence et participer à toutes les activités culturelles. Eh bien, écoutez, j'espère que votre appel est lancé et que certainement on trouvera des échos positifs. Voilà. Quand on essaye de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Ah ben, c'est clair. Il faut juste les chercher, c'est tout. Tout à fait. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup. Merci Rania Serruti d'avoir été parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Et puis, très bon retour donc à toutes ces activités artistiques et culturelles. À bientôt. Au revoir. 9h30 ensemble et on reste justement dans le patrimoine avec notre ami Fatah Boumehdi. Fatah Boumehdi qui revient justement sur ce bel objet qui est exposé actuellement au niveau du musée du Bardo. Un objet féminin lié au patrimoine, à tout un travail donc délicat
dédié aussi à la femme. Et il a reçu donc le conservateur du musée du Bardo, où il revient sur ce bel objet qui est exposé jusqu'à la fin de ce mois. Comme à l'accoutumée, le musée national du Bardo met chaque mois en lumière une pièce rare issue de ses collections. Pour ce mois d'avril, c'est une boîte en peau venue tout droit de Tamanrasset qui est à l'honneur. Simple, belle, rare et surtout pratique, cette boîte était utilisée autrefois par les femmes pour conserver des objets du quotidien. Abdelali Touil, conservateur en chef au musée du Bardo, nous en dit davantage. La pièce va nous amener vers le sud, vers le grand sud, dans la Hagar, dans la wilaya de Tamanrasset. Un bijou, une pièce qui va nous un peu parler de la femme terguia. C'est une boîte en peau, très simple, fabriquée à base de peau de chameau. Cette boîte permet à la terguia de conserver ses parfums, tout ce qui a rapport avec la beauté corporelle. C'est une petite boîte qui fait donc 20 cm de haut, une dizaine de centimètres de diamètre. Très belle pièce. Donc elle est composée de 2 à 3 éléments. La base, parfois le couvercle, et un autre élément, un petit couvercle qui sert à fermer cette forme de mamelon. Pour décorer la boîte, le couvercle, on lui donne des ouvertures en forme de mamelon. Et parfois on choisit cette partie de peau de dromadaire, la partie des mamelons, qui va servir à fabriquer le couvercle. Ce sont des écrins, ce sont cette boîte de maquillage de l'époque que la femme terguia conserve. Donc ça fait partie de ses effets personnels. C'est une belle pièce qui est bien conservée. Comment par rapport à la datation? Elle date du début du XXe siècle. C'est un objet qui fait partie de la culture saharienne, de la culture touareg féminine. Et l'identité algérienne. De l'identité algérienne en général, de cette diversité culturelle. Un objet absolument à découvrir, reflet de la richesse et de la diversité culturelle de l'Algérie, et l'exposition se poursuit jusqu'à la fin du mois. Voilà donc une très belle exposition. En fait, c'est un objet qui est exposé actuellement au niveau du musée du Bardo d'Alger. Je le disais ce matin d'ailleurs, allez profiter justement de ce bel objet, de le découvrir. Et c'est toute une richesse, tout un patrimoine à découvrir déjà pendant ce mois du patrimoine. Ce sera donc à partir du 18. Alger Chaîne 3 sera aux couleurs également de ce beau mois que nous aimons, que nous chérissons en tous les cas ici dans la direction culturelle de la Chaîne 3. Qui aussi revient à chaque fois. On reviendra aussi à ce mois du patrimoine tout à l'heure avec Rania Serrutia, directrice de la Maison de la Culture de Boumerdes. Rachid Mimouni disait qu'elle aussi revenait sur le manuscrit, sur les textes, sur le patrimoine et pourquoi pas sur les khezana, les fameuses khezana qui abritaient les manuscrits de l'époque, notamment dans la région d'Adrar, de Béchar, de Timimoun aussi. Donc tout cela, c'est aussi l'identité algérienne et c'est le patrimoine. On reste avec le reportage et notamment Mostaganem n'est pas en reste. Elle se prépare à accueillir le fameux festival du théâtre amateur. Souvenez-vous, il a 56 ans d'âge. C'est tout un patrimoine où il a donné beaucoup de comédiens, un maximum de personnalités du monde du théâtre, de la scénographie également. Ce fameux théâtre amateur. Donc on y revient avec notre correspondante Yamina Hamdoud. À Mostaganem, ville historique du théâtre algérien, un rendez-vous incontournable rassemble chaque année des passionnés venus des 4 coins du pays. Derrière chaque édition du festival, il y a une ville entière qui vibre au rythme des planches. Je viens chaque année exprès pour ça. Le festival de théâtre amateur, c'est l'âme de Mostaganem. Une ville qui sait accueillir l'art avec chaleur et sincérité. ملي كنت صغيرة نقل لي يجيبوني مي بارون بور اسيستي لهذا لو فيستيفال ودرك ولات لي اون روتين لازم اسيستي شاك ايديسيون ويجيب معايا ولدي صافي بارتي دو نوتر كولتور. Le festival de Mostaganem, un événement chargé d'histoire et tourné résolument vers l'avenir. Abdallah Mobrak, directeur du théâtre régional de Mostaganem et commissaire du festival national du théâtre amateur. Le théâtre amateur de Mostaganem est né, ça fait bien longtemps, et il a perduré par la bonne volonté de ceux qui l'ont soutenu et c'est grâce à la bonne volonté de ceux qui l'ont initié à partir de 1967.
L'histoire du festival se confond avec celle du quartier de Tijdit. Tijdit a été un nid pour ces artistes-là. Lorsqu'on trouve des gens qui ont baigné dans une certaine culture, vous savez, c'était une culture universelle, parce que c'est la lecture qu'ils faisaient, et l'enseignement qu'ils recevaient, a fait d'eux ce qu'ils sont devenus après. Et la vocation du Festival Théâtre Amateur de Mostaganem, c'est de valoriser tout ce qui est amateur, et ceux qui ont la passion du théâtre. Encourager ces gens-là et leur donner une occasion de faire valoir leur travail et les encourager à faire du théâtre. Et aussi veiller à ce qu'ils aient un certain contact avec des gens du milieu, des gens du théâtre, pour qu'ils puissent être au moins aiguillés sur leur travail futur. Et si la formation est un pilier, elle ne sera pas au cœur de la 56e édition. Abdallah Mabrak préfère un travail de fond, et ce, tout au long de l'année. Les ateliers de formation se tiendront hors de l'édition, au cours de l'année en cours. Je vise la formation en tant que travail continu. Je ne peux pas faire venir des gens pour une semaine et leur donner un diplôme. Cette 56e édition s'inscrira dans le cadre du 70e anniversaire de la révolution algérienne, avec une dimension panafricaine et solide. Le soutien qu'on peut donner, c'est la participation de la Palestine à cette 56e édition, ainsi que le Sahara occidental. C'est-à-dire faire appel aux troupes qui ont tendance à parler un petit peu de la guerre de révolution et faire valoir tout ce qui est histoire de la révolution algérienne. L'idée d'une plateforme numérique dédiée à la mémoire du festival fait aussi son chemin. On est à l'avènement de la toile, Internet et tout, donc on fera appel aux gens qui ont côtoyé le festival depuis sa création et créer un site pour les amoureux du festival qui vont nous donner un petit peu ce qu'ils ont comme souvenir, des photos, des articles. Aujourd'hui, faire un travail sur la mémoire du festival est très très important. L'outil informatique et Internet, donc ça peut nous faciliter un petit peu la tâche. Le commissaire du festival insiste sur une programmation estivale. J'ai proposé le mois de juillet. C'est le mois où la tendance vacances est à Mostaganem au top. Les gens cherchent des représentations théâtrales et tout. Donc, je pense que c'est la date propice. Porté par des générations d'artistes passionnés, soutenu par un public fidèle et animé par une mémoire collective toujours vivante, le théâtre amateur s'impose comme un véritable creuset d'expression populaire. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. Voilà, et les 9h38 avec nous, Monsieur Slimane Hachi, directeur général du CNRPH. C'est toujours un plaisir, un bonheur de le recevoir, parce qu'il vient toujours avec de bonnes nouvelles. Vous venez toujours avec de bonnes nouvelles, Monsieur Slimane Hachi. Vous nous annoncez de belles choses concernant notre pays, notre patrimoine matériel et immatériel. Oui. Vous êtes là pour nous dire que nous sommes beaux, riches. Oui. Hein? Oui, et très ancien. Et fier et très ancien. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Linda. D'abord de m'inviter à chaque fois que... Parce que vous êtes un porteur de bonnes nouvelles. Merci. Et effectivement, la bonne nouvelle est que l'Algérie tient toujours ses engagements, parce que, comme vous le savez, tous les ans, à la fin mars, les États sont autorisés à déposer un dossier pour postuler à un classement, à une inscription sur la liste du patrimoine de l'humanité, un élément de son patrimoine. Oui. Et l'Algérie dépose tous les ans un dossier et le soumet à évaluation, jugement, appréciation par les organes de l'UNESCO, les différents comités, les différents organes d'évaluation, etc., jusqu'à ce que le dossier aboutisse à un classement. Alors, pour rappel, l'année dernière, en 2024, au 31 mars, nous avions déposé un dossier sur le Zelidj, sur l'ornementation architectonique au Zelidj, parce que le Zelidj est une très vieille pratique, très ancienne pratique chez nous en Algérie, et comme vous le savez, les plus vieux Zelidj se trouvent chez nous, ils sont dans la Clade ibn Hamad, ils remontent au XIe siècle. Au XIe siècle, nous avons du Zelidj qui est très ancien, des Zelidj de pavement
et de revêtements, hein, du sol, parterre et des murs. Oui. Voilà, Al-Aqlad ibn Ahmed. Nous avons du Zellij au XIVe siècle, la Tishfiniyat, Tlemcen. En fait, dans toutes les anciennes cités, les vieilles cités de chez nous, nous avons cette pratique d'ornementation par le Zellij. Le Zellij, c'est quoi? C'est de la céramique émaillée. Oui. Hein, c'est de la céramique émaillée, et on sait faire de la céramique émaillée depuis très très longtemps. Du vieux Zellij, il y en a à Béjaïa, il y en a à Constantine, il y en a à Tlemcen, à Alger, bien sûr. Oui, Alger, hein, oui. à la citadelle, partout, il y a du Zellij Fqsba. Donc nous avons demandé à l'UNESCO de bien vouloir examiner ce dossier en vue du classement de l'élément. Cette année, au 31 mars, en fait, au 29, c'est toujours vers la fin mars, Oui. le 29 mars, nous avions déposé un autre dossier. Et là, c'est parce que les dépôts de dossiers se font électroniquement. Oui. Électroniquement, c'est-à-dire vous envoyez quelque chose sur la plateforme dédiée de l'UNESCO. Ben, cette année, c'est le ministre qui est venu au centre, au CNRPH, et c'est lui qui a fait l'envoi officiellement. Il a fait les clics nécessaires pour mettre sur la plateforme l'élément qu'on a mis plusieurs années à préparer. Comme vous le savez, les dossiers, ça se prépare longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce que il faut mettre toutes les informations, il faut mettre tout ce que l'on sait sur cet élément. Il faut prouver que c'est nous. Il y a un travail de collecte. Il faut prouver que c'est du patrimoine immatériel, que c'est du patrimoine bien de chez nous, qui est encore vivant, qui est pratiqué, etc. Donc cette année, on a déposé un dossier dont je vais vous donner le titre exact pour ne pas abréger, quoi. C'est un titre qui associe au moins deux éléments. C'est l'art de parer de bijoux en argent émaillé, la tenue féminine de Kabylie. Donc il y a l'art de parer, l'art du port, c'est-à-dire la recherche de l'art, du bel art, de comment on se pare. Et tout ça, on décrit évidemment dans le dossier, on décrit la fabrication du bijou, comment ça se fabrique, on décrit l'histoire, la profondeur historique de ce bijou, et on décrit la confection de la tenue. Parce que bien souvent... En fait, c'est la robe kabyle. Bien souvent, on parle de la robe kabyle. Oui, et le bijou. Voilà, ce n'est pas la robe kabyle, c'est la tenue. La tenue tout entière. De Kabylie, qui comprend quoi? En gros, et qui comprend d'autres éléments, mais essentiellement la robe elle-même, le vêtement, mais également le foulard de tête, également la ceinture qui fait plusieurs mètres, la ceinture de laine colorée, et le pagne, la fouda. Et évidemment toutes les broderies où on a tout le défilement des couleurs, le défilement des couleurs du spectre. Vous avez toutes les couleurs du spectre, depuis le rouge jusqu'au violet. Vous avez le rouge, bien sûr, qui est très présent, l'orange qui est le jaune, le vert, le bleu, même l'indigo et le violet. Donc vous avez toutes les couleurs du spectre qui sont représentées aussi bien dans les tissus eux-mêmes, dans les étoffes elles-mêmes, que dans les broderies. Alors les broderies suivent, c'est des galons, c'est des bandes de couleurs, de tissu ou de laine qui sont portées soit sur le plastron en buste, sur l'extrémité des manches ou l'extrémité inférieure de l'habit. Ça, c'est pour l'habit. Maintenant, pour le bijou. Le bijou, vous savez, le bijou d'argent a une très vieille, très longue histoire. Il est très ancien chez nous, le bijou d'argent. L'argent a été pratiqué de tout temps. Vous savez, par exemple, au monument de Tinihinen, les bijoux de Tinihinen, il y a les trois métaux. Vous avez des
quelques bijoux en or, vous avez des bijoux en argent et vous avez des bijoux en fer. Mais l'argent est connu très anciennement, probablement dès la proto-histoire. Donc le bijou d'argent à l'origine, il était blanc. C'était de l'argent sur plaque d'argent gravé. La seule couleur qu'il y avait sur le bijou, en fait ce n'est pas une couleur, c'est un coloris, c'est le rouge du corail. C'est le corail, voilà, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Et tandis que les couleurs, les émaux, l'émail, est venu un peu plus tard sur ce bijou-là. Il est venu plus tard parce que on a inventé l'inverse de la gravure. La gravure, c'est en profondeur, vous gravez. Mais l'inverse de la gravure, c'est le relief, c'est du filigrane. C'est créer des cloisons avec du fil d'argent, sur plaque d'argent. Vous créez de la cloison, vous créez du filigrane, et à l'intérieur de ces cloisons, vous mettez les émaux. Alors les émaux, pour le bijou d'argent, il y a 3 couleurs. 3 couleurs, c'est les 3 couleurs fondamentales que sont c'est pour ça qu'on l'appelle Nila, le bleu du Nil, le bleu, le bleu profond, le bleu azur, le bleu. Puis vous avez le vert, la nature, le vert de la verdure, n'est-ce pas? La nature, et puis vous avez le jaune. Awrar, c'est le doré, c'est l'or. Awrar, c'est le soleil, c'est la lumière. Monsieur Slimane Hachi, donc nous avons aussi une région, c'est-à-dire la région de la Kabylie, de la région de Tizi Ouzou, Atieni. C'est aussi une région aussi qui est très très connue pour ce style de bijoux qui a été aussi conservé. Oui, conservé, c'est ce qu'on appelle c'est l'argenterie, l'orfèvrerie, la joaillerie de Assienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, ces bijoutiers, ces artisans avaient une double fonction. Ils fabriquaient des bijoux en argent et ils avaient les métiers du feu, en fait. Les métiers du feu, ils fabriquaient aussi des fusils. Donc ils étaient aussi bien spécialisés dans la métallurgie du fer, dans l'approche ils fabriquaient des canons de fusil, ils fabriquaient des socs de charrue, ils fabriquaient tout ce qui était en fer. Et ils fabriquaient aussi du bijou en argent. Donc quand vous avez maîtrisé les métiers du feu, vous maîtrisez les arts du feu, vous maîtrisez tous les arts du feu. Donc ils faisaient à la fois des fusils, c'est pour ça que c'était une tribu très ancienne, dont parle Ibn Khaldoun au XIVe siècle déjà, c'est une tribu d'artisans un peu très connus parce qu'ils avaient des voyageurs qui portaient justement le produit de leur travail, qui le portaient ailleurs, qui portaient aussi bien le bijou que les socs de charrue, que les fusils. Et on venait aussi la présence du corail. Oui. La présence du corail dans une région qui est plutôt montagneuse. Oui, qui est aussi littorale. Qui est littorale, d'autres versants. Tixir et tout ça. Le corail qui est présent, brut. Brut, beau, écarlate. Absolument. Maintenant, le corail... vous savez, il y avait de gros morceaux de corail dans le bijou kabyle, surtout dans les broches. Les broches, les diadèmes. Les diadèmes. Les ceintures. Alors, donc c'est tout cela dont on a demandé le classement, si vous voulez. Maintenant, le corail, le commerce du corail est réglementé. Vous savez, il y a une agence du développement durable et de l'exploitation des milieux littoraux. Donc c'est très réglementé. C'est très réglementé. Ça respecte l'environnement. Parce que vous ne pouvez pas extraire tout ce que vous voulez, donc il faut attendre le renouvellement, etc. Parce que le corail, ça se renouvelle, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est donc des fabricants aussi bien de fusils que de bijoux. Vous savez que au début de la colonisation, il y a quelqu'un qui s'appelle Karet, qui a écrit un livre sur la Kabylie, 1840.
En 1840, il donne des chiffres, il y avait 120 dans les 3 villages, il y avait 120 ateliers. C'est énorme. Au début, la première moitié du 19e, 120 ateliers. Et au début du XXe siècle, quelqu'un d'autre a fait un autre livre, 1903-1904, Douai, on tombe à 30 ateliers. Donc vous voyez, la colonisation a réduit sa plus simple expression, les savoirs et les savoir-faire. L'identité, les savoir-faire, les métiers qui étaient évidemment fabriquer des fusils. On ne pouvait pas vous autoriser ou vous permettre de fabriquer des fusils, des canons de fusils. Et le bijou aussi. Donc on est passé de 120 ateliers en moins d'un siècle à 30 ateliers au début du 20e. Au début, fin des années 80, de notre du siècle dernier, il y avait, m'a-t-on dit, quelque chose comme 400 registres de commerce, registres d'artisans. Donc on était à 400. Après ça a diminué dans les années tristes. Et maintenant, au dernier chiffre, nous sommes en train de revenir autour de 100, de 110, 120, comme au début du 19e siècle. Et ça doit être encouragé, parce que ça crée de l'emploi, ça crée du bonheur, ça crée du vivre ensemble, du désir de vivre ensemble, parce que porter une tenue, c'est exhiber sa carte d'identité, c'est se démontrer, se montrer, et être des semblables en même temps qu'on est des différents. Vous savez, nous avons eu beaucoup de femmes, des stylistes et créatrices de mode à l'international, qui déambulaient dans les grandes capitales du monde, Washington et autres, avec la tenue kabyle tout entière. Sur la tête, la robe décorée, tout à fait, à l'ancienne. À l'ancienne, la fouta, avec le fouda, on l'appelle maharma, qui donne de la dignité, de l'élégance, et tout cela. Et le bijou. Alors le bijou, vous savez, ce bijou, il a plusieurs sens. C'est d'abord des objets beaux, que vous exhibez. Et on communique avec le bijou. On communique avec ça. Mais c'est aussi un capital. C'est aussi un capital entre les mains des femmes. Pour faire face à un coup dur, vous pouvez envoyer à la fonderie tel ou tel bijou. C'est donc un capital, c'est donc de la liberté, c'est donc de la sécurité. De la sécurité. Bien souvent, on s'interroge sur de gros bijoux. J'avais vu de grosses broches. On se dit, mais quelle personne peut porter ce bijou de cette taille? Eh bien, c'est un bijou destiné à être porté exceptionnellement, mais c'est surtout un compte en banque. Mais c'est surtout un capital entre les mains des femmes, des mères, qui les transmettent de mère en fille, qui transmettent tout ça à leurs filles, exactement comme chez d'autres, chez les Touaregs, la tante est transmise de mère en fille. C'est la mère qui constitue la tante de la fille. Eh bien, dans d'autres régions, en Kabylie, c'est la mère qui constitue le capital de sa fille. Donc, il y a de la transmission, de savoir, de la transmission de savoir-faire et surtout de la transmission de capital. Et ça, c'est magnifique quand on sait que chaque région d'Algérie, c'est un véritable patrimoine et que la Kabylie, la région en elle-même est à l'honneur et la femme aussi, sa tenue tout entière. Et nous avons Rdif aussi, nous avons le Khalkhal. Et nous avons évidemment tous les bijoux, nous les avons inventoriés, bien sûr. Vous avez, ça commence de la tête aux pieds, le diadème, le
beau diadème qu'on porte sur le front, ou les fibules, les broches de franc, les broches et fibules de franc. Celle qui a un garçon qui porte la broche d'une façon particulière sur le foulard pour dire qu'elle a eu un garçon. Bien sûr, c'est des annonces. Voilà, hein. On communique avec le bijou. Vous avez les boucles d'oreilles, bien sûr. Vous avez toutes les sortes de colliers, les colliers richement décorés, richement portés, et qui reproduisent également sur certaines broches et sur certains colliers des éléments de la nature, qui reproduisent des légumes secs, exactement comme Finin Nayer. Vous avez des pommes de pin, vous avez des graines de melon, etc. C'est magnifique tout ça. Des glands. Donc vous avez tout ça. Vous avez évidemment, après les colliers, vous avez la broche de buste, hein, la broche ronde, très belle, fibule ronde. Qui est forte et puissante. Oui. Vous avez les fibules triangulaires qui, à l'origine, servaient à tenir le vêtement, hein, les deux broches d'épaule. Vous avez les bracelets. Multiples bracelets, vous avez les bagues, toutes les bagues, et puis vous avez la ceinture, hein, la ceinture qui est très très belle aussi, et puis vous avez les les chevillères. Donc c'est tout cela dont nous demandons à l'UNESCO de bien vouloir les prendre en considération pour les inscrire au titre de l'Algérie sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous sommes très fiers. Merci de nous apporter à chaque fois la bonne nouvelle. Nous ajoutons que il y a plein d'originalité dans cette question, mais la plus importante, l'une des plus importantes est que ces bijoux sont portés en toutes circonstances, même au travail. Au travail, la femme qui travaille, ou au travail des champs, elle porte ses bijoux. Ses boucles d'oreilles, ses bracelets, ses bagues, etc. Évidemment, aux cérémonies, on les porte tous. Tout ce qu'on a, on l'exhibe. Et au travail, à la maison, c'est porté, etc. Merci beaucoup Slimane Hachi, merci d'avoir été parmi nous ce matin, c'était un bonheur. Monsieur Slimane Hachi, directeur général du CNRPH, était parmi nous ce matin. On revenait sur justement le dossier présenté par l'Algérie et par vous aussi bien entendu à l'UNESCO pour aussi défendre le dossier Algérie, la tenue kabyle de la région de Kabylie, la robe et le bijou kabyle d'Etienne. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir.